ronde. Pour cette dernière séquence, nous avons voulu, faire intervenir l'ensemble des acteurs qui, en fait, travaillent avec, on va dire, la brigade de la gendarmerie. Donc, bien sûr, un commandant de groupement. Je remercie le colonel Martinez, commandant de groupement de gendarmerie départementale, d'être présent. Un élu, monsieur le député, je vous remercie d'être présent. On s'était rencontrés lors des travaux de la commission sur l'état des forces de sécurité intérieure. Donc je vous remercie vraiment d'être présent pour justement nous donner, en tant que député parlementaire, votre vision, puisque vous êtes aussi un élu territorial, un élu local. Le député n'est pas hors sol. Donc je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, donner votre approche d'élu, on va dire d'élu territorial, d'élu local, mais également en tant que parlementaire qui avait participé aux travaux, qui avait été le rapporteur de la commission sur l'état des forces de sécurité et intérieure, et aussi vous avez participé justement lors de la discussion du projet de loi de finances, notamment sur les missions sécurité. Madame la vice-procureure auprès du tribunal de grande instance de Paris, il nous a semblé extrêmement important que l'acteur judiciaire avec qui la gendarmerie travaille au quotidien soit présent, puisque il ne faut pas l'oublier qu'en matière de sécurité publique, la politique pénale est quand même définie par l'acteur judiciaire sur un territoire donné. Et il ne faut pas oublier que quand la gendarmerie traite des dossiers, c'est l'acteur judiciaire qui va après devoir travailler. Et d'ailleurs, le gendarme est aussi un acteur judiciaire, puisque que ce soit en tant qu'agent de police judiciaire adjoint, agent de police judiciaire et OPJ. Et enfin, monsieur le préfet Monzani, merci beaucoup d'avoir encore répondu à une de nos invitations. Nous avions eu l'occasion de discuter avec vous de la métropole. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de l'Assemblée des départements de France, ancien préfet de Seine-et-Marne. Et comme vous le savez, en matière de sécurité publique, c'est le préfet qui a la responsabilité sur le territoire de son département. Donc je remercie l'ensemble des acteurs d'être présents et je vous souhaite donc une excellente table ronde. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez déjà pas mal introduit les participants. On va forcément rebalayer certaines questions qui ont été traitées ce matin, mais tout le monde n'était pas là ce matin, puis il faut toujours rebalayer plusieurs fois. Colonel Étienne Martinez, vous commandez le groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne. Quel est le regard d'un commandant de groupement sur les différentes dimensions de la brigade? Merci. Alors, le commandant de groupement, comme vous le savez, il est à la fois chef militaire et une autorité publique au niveau départemental. Son rôle, c'est de commander la gendarmerie sur un département avec des responsabilités multiples, qui sont des responsabilités au regard de l'exécution de la mission de sécurité publique, mais également des responsabilités au regard de ses subordonnés, dans toute la dimension militaire du commandement. Donc le regard du commandant de groupement sur la brigade, il recouvre essentiellement 4 aspects. Alors, c'est d'abord l'aspect humain, parce que pour un commandant de groupement, la brigade, ce n'est pas quelque chose de désincarné. C'est d'abord des femmes et des hommes militaires de la gendarmerie qui exercent leur action de sécurité publique au quotidien pour nos concitoyens. Ce regard, il vise à s'assurer de la qualité des conditions de travail. Il vise également à s'assurer de l'accueil de nos gendarmes, de leur formation, de la préparation de leur équipement, du soutien également social et psychologique qu'on doit leur apporter dès lors que nos militaires sont régulièrement confrontés à la violence. La deuxième dimension que regarde particulièrement le commandant de groupement, c'est la dimension relative aux missions. Car, et ça a été dit à plusieurs reprises depuis ce matin, la brigade, c'est la brique de base de la gendarmerie. Au-delà de sa mission de prévention, elle est le premier échelon de réponse opérationnelle de la gendarmerie face à tout événement, depuis le simple accident de la circulation routière jusqu'à l'acte terroriste, en passant par les cambriolages, les atteintes aux personnes. La force de la brigade dans ce domaine-là, c'est sa polyvalence. On y remplit toutes les missions de la gendarmerie. Accueil du public, on l'a dit, contact, renseignement, surveillance, prévention, sensibilisation, conseil aux élus, aux entreprises, aux particuliers. Et également, dans certains cas de figure, c'est également la gestion de crise, le secours aux personnes. Chaque fois qu'une situation
dégradée se présente sur un territoire, la brigade de gendarmerie, parce que c'est souvent le premier service de l'État présent au plus profond des territoires et directement, souvent directement avec les pompiers d'ailleurs, et aux côtés des maires, le premier échelon de réponse face à une situation de crise. Ça a été le cas en Seine-et-Marne en 2016 et en 2018 pour les inondations, par exemple. Donc là, le regard du commandant de groupement, il devient particulièrement acéré parce que le risque, c'est le sentiment de dispersion dans les missions. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir, de préserver le sens de l'action et de l'engagement de nos militaires. Et là, ça renvoie sur toute la problématique de la chasse aux tâches indues. Et c'est le sens à la fois de la feuille de route mise en place à l'époque par le général d'armée Favier et continuée par la démarche cap de modernisation mise en place par le général d'armée Lisuré. La troisième dimension que regarde le commandant de groupement, c'est la dimension organisationnelle. Parce que la brigade, on l'a dit, c'est la brique de base de la gendarmerie. Sur tous nos organigrammes, elle est représentée tout en bas, parce que nos organigrammes traduisent l'organisation pyramidale de notre institution. Mais en réalité, du point de vue fonctionnel, du point de vue organisationnel, la brigade est au centre de tout le dispositif de la gendarmerie. D'une certaine manière, toutes les unités spécialisées ou d'appui n'existent que par et pour la brigade. Il faut bien comprendre que le commandant de brigade, c'est un chef militaire qui exerce une autorité territoriale et un commandement territorial de plein exercice. On doit lui donner les moyens, en le renforçant, de répondre à toute situation à laquelle il est confronté. Certes, plus les moyens mis à sa disposition seront rares et spécialisés, que ce soit ceux de la compagnie ou du groupement, les brigades de recherche, les PSIG, que ce soit ceux de la région avec les hélicoptères, les forces mobiles, ou encore plus rares les moyens nationaux, ceux de l'IRCGN par exemple, l'Institut de recherche criminelle. Eh bien, dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, même si le commandement peut alors, au titre du principe de subsidiarité, être assuré par une autre autorité, dans tous les cas, et c'est une des forces du modèle de la gendarmerie, la brigade restera associée de A à Z à la gestion de la difficulté à laquelle elle est confrontée et jamais le responsable territorial local ne sera écarté. Au-delà de la dimension organisationnelle, la dernière dimension qui intéresse particulièrement le commandant de groupement, c'est la dimension territoriale au sens prospectif. En fait, c'est le maillage territorial. C'est regarder la brigade non plus seulement pour elle-même, mais comment s'insère-t-elle dans le territoire qui est par définition, et là je parle avec l'expérience de la Seine-et-Marne, un territoire en évolution permanente qui nécessite qu'on réfléchisse à réadapter le maillage territorial, que ce soit au travers de la construction de nouvelles brigades, de l'ajustement des effectifs également. Et là, on touche à la fois à des problématiques qui sont des problématiques immobilières, des problématiques de relations aux élus et des problématiques d'aménagement du territoire. Et tous ces sujets-là sont traités naturellement dans un cadre partenarial, la gendarmerie n'étant à ce moment-là plus seule dans l'élaboration de ce schéma qui est vraiment de l'organisation des territoires et de l'aménagement des territoires. Et on est dans tous ces cas-là en liaison étroite avec l'autorité préfectorale, l'autorité judiciaire et les élus. Voilà à peu près et résumé les 4 aspects que regarde prioritairement un commandant de groupement quand il voit la brigade. Merci beaucoup pour cette introduction. Ingrid Dervaux, donc vous êtes actuellement vice-procureur auprès du TGI de Paris et vous étiez précédemment juge d'instruction au TGI de Nice. Alors maintenant vous avez moins l'occasion de travailler avec les gendarmes, mais peut-être vous pouvez nous illustrer votre expérience et les relations que vous entreteniez avec les brigades au plus près du terrain. Alors, avant toute chose, moi, je tiens absolument à remercier le président Ramillon Defarge de m'avoir invité et de m'avoir permis de participer à cet événement. Je le remercie
parce qu'il n'a pas exclu de la réflexion sur la brigade la dimension justice, qui me paraît effectivement très, très importante. Moi, je suis aussi très honorée d'être là, puisque, effectivement, dans le cadre de mes précédentes fonctions, j'ai entretenu des relations soutenues donc avec la gendarmerie de mon ressort à l'époque à Nice, et j'ai entretenu d'excellentes relations. Je dois dire que j'ai pu, à ce moment-là, apprécier la qualité des gendarmes avec qui j'ai travaillé, leur investissement, leur dévouement, leur loyauté et leur rigueur. Et c'est une manière pour moi de rappeler que les brigades sont des interlocuteurs habituels, voire quotidiens, des magistrats dans le cadre de leur fonction, donc des magistrats du parquet, mais également des juges d'instruction. Et je rebondis sur ce qui a été dit sur la polyvalence de ces brigades, puisque effectivement, lorsque j'étais moi juge d'instruction à Nice, j'ai saisi donc par commission rogatoire les brigades sur des dossiers extrêmement variés, y compris des dossiers lourds, des dossiers criminels et des dossiers liés à de la bande organisée. Ce que j'ai pu voir de par mon expérience, c'est effectivement, et ça a encore été dit, donc je pense que je suis sur la bonne voie, c'est l'atout pour les brigades avec lesquelles j'ai travaillé qui était finalement surtout ce maillage territorial, cette proximité du terrain qui permet à la fois une intervention extrêmement rapide et efficace sur des ressorts qui sont parfois très reculés, et difficile d'accès, et également une parfaite connaissance du ressort dans ces territoires qui sont par définition des zones historiques gendarmerie. Et je dois dire que en ce qui concerne les enquêtes judiciaires, c'est un atout majeur qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai eu, vous me demandez d'illustrer certains dossiers dans lesquels, je pense notamment à un dossier de viol qui avait eu lieu sur une plage en pleine nuit dans une zone, on va dire qui n'était pas une zone citadine mais plutôt rurale, qui a eu lieu en pleine nuit avec une jeune victime qui était complètement désarçonnée, qui a été à ce moment-là recueillie par les voitures qu'elle avait arrêtées, donc elle était effectivement déshabillée, les vêtements arrachés, et elle était très en difficulté pour donner un signalement de la personne qui l'avait violée, qui était un étranger dont elle ne pouvait dire finalement qu'elle ne pouvait dire autre chose qu'il parlait anglais. Et je dois dire que la connaissance, parce que c'est les gendarmes qui sont intervenus sur ce dossier, leur connaissance du territoire leur a permis d'identifier très rapidement et dans les heures qui suivaient un squat où effectivement on a pu interpeller l'auteur avec par la suite, alors je le dis, une condamnation, donc après c'est un dossier au long cours, mais une condamnation qui a été prononcée par la cour d'assises, et donc ça a permis effectivement, parce que ce sont des dossiers en plus sur lesquels il faut réagir très vite. On avait affaire à quelqu'un qui était par définition très itinérant, en situation irrégulière, et grâce à cette connaissance du terrain, c'est vrai que je peux dire que la gendarmerie et la brigade qui est intervenue, qui était la brigade de recherche de Nice, qui a eu un travail extrêmement efficace. Donc je tiens à le souligner, on a besoin au niveau de la justice de l'action des brigades, de leurs compétences et de leur parfaite connaissance du terrain. Alors après, au-delà du maillage territorial, évidemment, il y a aussi d'autres compétences que je peux relever, des compétences qui sont très spécifiques et auxquelles j'ai fait appel aussi dans le cadre de mes fonctions. Je pense, et ça a été un peu évoqué aussi, par exemple, mais ce sont des exemples, hein, évidemment, j'essaie d'illustrer parce que je sais que c'est la fin de la journée et que sans doute vous êtes fatigués par des débats qui ont dû être très riches. J'ai notamment fait appel parfois à la BGTA sur les transports aériens avec un dossier d'accident mortel du fait d'un hélicoptère. Et effectivement, j'avais besoin de compétences particulières, techniques, d'enquêteurs qui se sont réellement investis. Ce que je veux vraiment souligner, c'est au-delà de cette organisation, c'est quand même l'humain, et cette relation est extrêmement constructive et efficace que j'ai réussi à obtenir avec les opérationnels, des gendarmes de terrain, qui bénéficiaient bien sûr d'un soutien hiérarchique et d'un appui technique, mais qui surtout donnaient beaucoup de leur temps et de
de leur personne pour les enquêtes judiciaires et ont permis l'élucidation de dossiers lourds. Donc vraiment, je pense que l'activité de la brigade doit conserver cette activité de police judiciaire qui est, en tout cas pour la magistrature que je représente, extrêmement précieuse. Le colonel Martinez évoquait le principe de subsidiarité dans les différents dossiers que vous avez traités. De quelle façon vous avez observé cette subsidiarité s'exercer entre les différents types de brigades ? Alors effectivement, un mécanisme très intéressant que j'ai pu constater au niveau de l'organisation gendarmerie, c'est ce que vous avez rappelé, monsieur le colonel, à savoir la possibilité pour une brigade saisie d'un dossier de bénéficier d'un appui technique par un échelon hiérarchique donc supérieur ou par un autre groupe sans être dessaisi du dossier. Parce que mon sujet, c'est quand même de dire que ce qui compte, en tout cas sur le plan de la police judiciaire et de l'enquête, c'est de bénéficier finalement de l'expertise du gendarme de terrain, celui qui connaît son ressort, celui qui suit l'enquête et qui finalement ne doit pas être dessaisi, en tout cas la plupart du temps, du suivi du dossier, surtout qu'on a en matière de commission rogatoire des dossiers qui se déroulent sur une longue période. L'enquête est longue et souvent, effectivement, on a besoin d'avoir quelqu'un qui suive vraiment l'évolution de l'enquête jusqu'au bout, voire même jusqu'à la cour d'assises, puisque les gendarmes sont ensuite appelés à témoigner devant la cour d'assises et leur témoignage est extrêmement important. Donc ce que j'ai pu constater d'intéressant, c'est qu'effectivement, parfois et sur des besoins techniques, la brigade pouvait bénéficier de l'appui d'autres groupes, hein, notamment je pense aux sonorisations ou aux besoins d'effectifs. Effectivement, c'est une possibilité, même si par ailleurs, dans certains cas, malheureusement, ça a aussi été la limite. Ça, je pourrais le développer après. On y reviendra en effet. Merci beaucoup. Monsieur le préfet Pierre Bonzani, alors en tant que préfet dans vos fonctions antérieures en Seine-et-Marne, dans l'Allier, quelles ont été les principales caractéristiques de la gendarmerie qui vous ont déplu, hein, on va revenir aussi sur les aspects un peu désagréables, hein, qu'on peut trouver dans l'organisation, le fonctionnement de la gendarmerie. Très belle arme qui gagne à être connue et qui est plaisante à commander. Je vais en dire plus quand même. C'est pour un préfet par rapport à la force armée de la gendarmerie, comme par rapport à la police, j'ai envie de partir d'une image publique de beaucoup de feuilletons ou de films policiers ou politico-policiers. Et en général, quand vous voyez le préfet, vous voyez... Pardon, mesdames et messieurs, d'être un peu trivial, mais c'est juste pour vous réveiller, même si les orateurs précédents vous ont déjà réveillé. Le préfet, c'est l'emmerdeur qui dit au colonel j'ai le ministre sur le dos, démerdez-vous comme vous voulez, il faut faire ci, il faut faire ça, avec en général des ordres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, je pense que les collègues ont plus de sens du discernement, mais toute la difficulté du rapport avec nos amis gendarmes, c'est qu'il va falloir à la fois incarner l'autorité, et l'autorité, nécessairement, à un moment, elle peut ne pas être bienveillante, ce qui suppose, première condition, une présence sur le terrain. On en parlait en aparté tout à l'heure, un préfet, c'est sur le terrain. C'est pas dans son bureau, c'est encore moins chez lui en train de regarder la télé, c'est encore moins chez lui à Paris. C'est dans son département, il est là, il est près de ses troupes. Quelles que soient les troupes, que ce soit les élus, que ce soit les gendarmes, etc., ou nos amis magistrats quand ils ont besoin de nous. Ça veut dire également que cette exigence s'accompagne d'une exigence qu'on s'applique à soi-même. C'est-à-dire qu'un préfet, le col ouvert, même le dimanche, c'est une faute professionnelle à mes yeux. Vous allez penser que j'appartiens à un très vieux monde, mais je pense que ce n'est pas un très vieux monde, c'est juste le monde tel qu'il doit être. Parce que sinon, comment voulez-vous faire une remarque sur la tenue d'un gendarme en disant au colonel commandant de groupement, mon colonel, quand j'ai visité telle commune, je vous signale que votre gendarme, etc., si vous-même, vous n'êtes pas irréprochable de ce point de vue. Donc, exemplarité, incarnation de l'autorité, conscience qu'à un moment, cette autorité doit être rugueuse, pas parce qu'on est une peau de vache, mais parce que c'est l'exigence qui nous dépasse. Et en même temps, je reprendrai bien sûr
le terme humain évoqué par le commandant de groupement, par le colonel et par madame le procureur, cette autorité, qui doit être parfois implacable, doit être en même temps bienveillante. Ce sont des femmes et des hommes, bien évidemment, qui ont leurs contraintes, qui font des métiers difficiles, des métiers sans doute plus difficiles dans le contexte social de la société contemporaine, portés aux emportements, aux haines, avec des comportements inadmissibles, totalement inadmissibles, mais on partage tous cela, puisqu'on est dans une communauté de pensée avec nos amis réservistes, bien évidemment. Et donc, pour cela, il faut, sans court-circuiter, ça c'est très important, la hiérarchie naturelle. C'est-à-dire, le commandant de groupement, c'est le commandant de groupement. Le préfet ne doit pas se prendre pour un policier ou un gendarme, ce n'est pas son rôle. Mais il faut en même temps être capable, quand on visite une brigade, j'en ai visité beaucoup, ou quand on va dans une école de gendarmerie, ou quand on fait une visite à l'état-major départemental, de discuter en accord, et après avoir prévenu bien sûr le colonel commandant le groupement, de discuter directement, de plein pied, tout en respectant les hiérarchies, avec les femmes et les hommes qui composent la gendarmerie. Ça suppose des petites choses, je vous donne des petits trucs qui ne sont pas des trucs, mais qui sont pour moi des évidences. Ça suppose que, par exemple, le soir du Nouvel An, le soir de la Saint-Sylvestre, eh bien, vous passiez votre soirée auprès de vos troupes. Vous n'êtes pas chez vous en train de manger des huîtres. Hein. Vous allez voir les pompiers, vous allez voir les gendarmes, vous allez voir les policiers, vous couchez tard. Et s'il y a un coup de chaud, en Seine-et-Marne, ça arrive tout particulièrement, pratiquement toutes les Saint-Sylvestre. Même chose le 13 juillet. Le 13 juillet, j'étais au milieu de mes troupes pendant qu'elles prenaient des mortiers dans les jambes, non pas pour jouer aux policiers ou pour jouer aux gendarmes, mais tout simplement pour montrer à ceux qui s'exposent que l'autorité est à leur côté. Donc il faut une présence continue. Donc il y a cette capacité à tisser un lien qui est compliqué du point de vue du préfet, parce qu'il ne faut pas, encore une fois, qu'il fasse de la démagogie, parce qu'il pourra être un moment de la corde de rappel. Donc il faut qu'il incarne cette autorité tout en incarnant cette proximité. C'est toute la science, si je puis dire, du métier. Et puis ce qu'on apprécie tout particulièrement chez les gendarmes, mais aussi chez les policiers, mais aussi chez les permanenciers du parquet, etc., c'est la gestion de la crise, qu'elle soit ponctuelle ou qu'elle soit structurelle. Un préfet, comme tous ceux qui sont dans cette salle, autour de cette table, dans les fonctions qui sont les leurs, j'ai l'habitude de prendre cette image, c'est le gardien de but au moment du penalty. C'est-à-dire un moment, face à la crise, vous vous sentez seul. Vous êtes tranquillement chez vous en train de signer des parapheurs, enfin dans votre bureau, et puis boum, le téléphone sonne, vous avez un avion qui s'est écrasé, vous avez une prise d'otage, et là, évidemment, on bascule, on a tous connu ça, on bascule dans un autre univers. Donc il faut être, d'où mon image du gardien de but au moment du penalty, il faut être toujours en possession de ses moyens et toujours avoir ce sentiment qui est un peu... c'est pour ça qu'il faut avoir, je pense, une bonne nature et être plutôt optimiste du point de vue psychologique, ce sentiment que la catastrophe, elle fait partie du quotidien. Sans devenir pour autant neurasthénique, bien évidemment. Et donc, quand vous avez cet état d'esprit, vous serez beaucoup plus facilement en phase avec vos militaires. Parce que c'est leur quotidien. Quand ils sont appelés, c'est comme nos amis pompiers, etc., quand ils sont appelés vers un événement ou sur un événement, comme on dit maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Ils ne savent pas si c'est juste une personne alcoolisée ou une personne alcoolisée hyper violente, une personne alcoolisée qui a une arme dont on n'a pas décelé la présence, qui va leur tirer dessus, etc. Donc il y a ce frisson du danger qui doit être perçu. Et de ce point de vue, la gendarmerie et l'ensemble des forces de sécurité, je ne dis pas ça pour faire plaisir à ceux qui m'écoutent, mais je dis ça parce que je le pense, sont hautement réactives. On pourrait prendre beaucoup d'exemples sur... J'étais avec le président Bussereau de l'Assemblée des départements de France il y a quelques mois à Saint-Martin. Et quand on voit l'état, quelques mois après la catastrophe d'Irma de l'île de Saint-Martin, on mesure combien les sapeurs-pompiers, bien sûr, les forces de sécurité civile, militaires et les gendarmes qui ont sécurisé l'île. Parce que vous savez, hélas, que dans ce type de circonstances, les pillards profitent de la détresse des hommes et des femmes de l'île. Et quand vous avez, de mémoire, un habitant de Saint-Martin sur 5 qui est sinistré, y compris les gendarmes sur place,
Parce qu'une maison de gendarme, hein, c'est pas comme les 3 petits cochons, il n'y en a pas, elle n'est pas plus en pierre que celle des civils qui seraient en paille, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez gérer une situation d'urgence qui a été rendue possible grâce aux capacités de projection logistique de la gendarmerie, qui, à partir de la Guadeloupe, a pu faire venir des îles voisines des Antilles, mais également de métropole, les moyens qui allaient bien, et assurer très rapidement une sécurisation très satisfaisante dans des conditions hyper difficiles. Et ça, si vous voulez, c'est le côté plaisant des forces de l'ordre dans un pays moderne, même s'il y a beaucoup de difficultés de moyens, etc., c'est que vous avez quand même l'impression de conduire un véhicule de grande qualité, quoi. Hein, vous n'êtes pas dans un véhicule qui cale chaque fois que vous essayez de démarrer. Voilà. Donc ça, c'est quand même très appréciable parce que vous savez que vous avez une crise à résoudre. Et enfin, je terminerai par là, le préfet doit veiller à ce que la fluidité des rapports qu'il va créer avec le commandant du groupement, mais avec l'ensemble de la famille gendarmerie, parce qu'au bout d'un moment, quand on voit souvent le préfet, quand on est habitué à ce qu'il visite une brigade, pas seulement une fois en arrivant et une fois en partant, mais que ça fait partie du paysage, quand on le voit dans les villes et les villages, quand on le voit dans les coups durs, quand on le voit dans les soirées un peu chaudes au sens de l'ordre public du mot, etc., il fait partie du paysage et donc il ne devient pas un élément de la sécurité parmi d'autres, mais il devient un élément fluide dans le paysage. Il faut que l'autorité soit fluide. Quand l'autorité arrive, tombe de haut et n'arrive que dans le mauvais moment, elle est non opérationnelle. Et c'est pour ça que je peste toujours, comme je ne suis plus dans les cadres, je peux me permettre de le dire, je le disais déjà quand j'étais dans les cadres, alors ça ne s'est pas arrangé depuis, bien sûr, je peste toujours quand il y a des visites à la chaîne de ministres, de premiers ministres, voire de présidents de la République, au moment des catastrophes. Ça, d'un point de vue opérationnel, ça n'a aucun sens. Je citerai personne pour être désagréable, pour ne pas être désagréable avec qui que ce soit, mais voilà. Ils sont nombreux de toute façon. Ils sont nombreux et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Moi, je me souviens d'un exercice, alors c'était un exercice, hein, où je jouais où jouait le préfet, ce qui est normal. Et dans cet exercice, on me faisait arriver l'hélicoptère du Premier ministre. Ben, j'ai refusé l'hélicoptère du Premier ministre, j'ai dit non, il y a trop de brouillard, il ne peut pas venir. Voilà, comme ça. C'est évidemment une image et un clin d'œil. Voilà, donc il faut être, pour bien gérer la crise, il faut une fluidité et la gestion de crise, c'est une gestion d'équipe. Et pour bien jouer, il faut faire partie de l'équipe. Même quand on est, alors je ne sais pas s'il faut dire l'entraîneur ou je ne sais pas quelle est l'image qu'on pourrait prendre pour le préfet. Et il en est de même, et je terminerai par là, en prenant ma casquette cette fois-ci Assemblée des départements de France, dans les contacts avec les élus, il faut que les gendarmes, et on va en parler sans doute tout à l'heure, on a créé désormais des brigades spécialisées, si on peut dire, dans ce domaine, il faut que les gendarmes soient au contact des élus, non seulement communaux mais départementaux, et bien sûr les parlementaires, qui sont d'ailleurs demandeurs. Les élus aiment pouvoir toucher, si j'ose dire, leurs gendarmes, leurs policiers, leurs magistrats, leurs membres du corps préfectoral. Il faut que tout ça soit fluide. La République, et je terminerai par là, on ne peut pas faire de grands discours sur le vivre ensemble, qui est une expression que j'aime pas parce que je la trouve galvaudée, si on ne vit pas soi-même ceux qui sont comptables de cette République ensemble. Merci, Monsieur le Préfet. Christophe Naegelen, donc vous êtes député UDI des Vosges. Vous avez été le rapporteur de la commission d'enquête sur les moyens des forces de sécurité, dont le rapport a été publié le 10 juillet 2019. Les précédentes interventions ont mis en lumière la panoplie entre guillemets de missions dont est chargée la gendarmerie. Vous, dans vos auditions, dans vos déplacements à l'occasion de ces travaux dans le cadre de la commission d'enquête, quel constat vous dressez sur la capacité de la gendarmerie à faire face à ces différentes missions? Dans quelles conditions travaille-t-elle actuellement? La gendarmerie, j'ai envie de dire un peu les gendarmeries aussi, parce que suivant que vous êtes gendarme départemental ou que vous êtes dans un escadron de gendarmerie mobile, les missions de facto ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire, on a essayé, je crois que c'est une dizaine de déplacements sur le terrain, c'est un peu plus d'une centaine de personnes auditionnées, et c'est environ un peu plus d'une centaine de gendarmes rencontrés sur le terrain. Le but de la commission était vraiment d'aller au plus proche des préoccupations, en rencontrant
tout type de gendarmes, de tout niveau, aussi bien dégradés que des gendarmes de terrain, pour voir justement leurs problématiques. On était en plus, la commission d'enquête, alors c'était pour le coup pas fait exprès, mais a commencé juste après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est là où on a pu vraiment voir les limites, notamment pour les gendarmeries départementales, du matériel. Pourquoi ? Parce qu'on demandait aujourd'hui, avec des réformes qui ont lieu il y a un certain nombre d'années, on a perdu 14 escadrons de gendarmerie mobile. 15, plus un qui a été remis, à environ 100, aujourd'hui c'est 110, mais à l'époque c'était un tout petit peu plus, gendarmes par escadron. Vous multipliez par 14, ça fait quand même 1500 gendarmes en moins spécialisés dans le maintien de l'ordre qui étaient présents sur le territoire. Ce qu'il a fallu faire, c'est compenser. Et on a demandé aux gendarmes qui étaient dans les brigades, aux gendarmes départementaux, de compenser. Seulement, ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour la plupart. Il y a eu une vraie réactivité de par les commandants de groupement. Je prends l'exemple des Vosges, qui est celui de mon département que je connais le mieux, et où il y a vraiment entre guillemets, une redescente de matériel sur les brigades localisées au plus proche des ronds-points qui étaient justement là où il y avait le plus d'action. Et donc, ils ont pu faire face. Néanmoins, ça montre une certaine limite, qui est de dire aujourd'hui, on n'a pas su le prévoir, on n'a pas su investir, on n'a pas su aussi expliquer la doctrine, parce que la doctrine du maintien de l'ordre, c'est une doctrine qui est bien spécifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les gendarmes mobiles qui sont spécialisés, et les gendarmes départementaux n'ont pas cette formation-là. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait au moins une base de formation sur la partie maintien de l'ordre, et derrière qu'il y ait le matériel nécessaire. Quand vous voyez que c'était les genouillères ou les casques légers, il y en avait 2 pour 16 gendarmes, c'est compliqué. Qui est-ce que vous envoyez sur le terrain pas bien préparé, tout simplement, en cas d'invective ou en cas de soulèvement d'une partie de la population. Donc il y avait ce premier point qui est un point qui est important sur le matériel, et je pense notamment le matériel pour le maintien de l'ordre. Après, la problématique qui pour moi était la plus importante, c'est l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les gendarmes ont cette concession de logement pour nécessité absolue de service, et que non seulement eux, mais aussi leurs familles habitent dans des logements qui leur sont mis à disposition. Si je prends l'exemple de la caserne de Flandre à Dijon, quand on est allé la visiter, c'est une caserne qui était encore amiantée, c'est un gendarme qui m'expliquait ça. Il me dit, moi j'ai honte de mettre ma famille, de faire vivre ma famille, ma femme, mes enfants, dans un lieu tel que celui-là. Quand il pleut à l'extérieur, il pleut quasiment à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas honorable, ce n'est pas juste, ce n'est pas digne de laisser des militaires de la gendarmerie qui, tous les jours, en fin de compte, mettent leur vie au service de leurs concitoyens dans des situations aussi précaires. Et pour moi, c'était vraiment le point sur lequel on doit insister. On a un vrai besoin d'investissement supplémentaire dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que depuis, et pour le coup, bien que n'étant pas de la majorité, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur le gouvernement actuel, parce que depuis 10 ans, depuis 15 ans, on a eu un manque d'investissement, qui est un manque d'investissement flagrant. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est non seulement continuer à investir, mais aussi investir pour rattraper tout l'investissement qu'il n'y a pas eu ces 10-15 dernières années. Donc là, on a vraiment besoin, entre guillemets, d'argent frais rapidement. Après, il y a aussi la sécurisation des casernes. On est aujourd'hui plus du tout à la même époque qu'il y a 15 ans, 20 ans, avec des attaques terroristes qui se font de plus en plus nombreuses. On sait très bien que les gendarmes, tout comme les policiers d'ailleurs, sont visés parce qu'ils portent un uniforme. Donc les casernes sont aussi des cibles qui peuvent être des cibles sur lesquelles les djihadistes ou autres auraient tendance à vouloir se projeter. Et donc on a besoin aussi d'investir plus pour la sécurisation des casernes, non seulement la sécurisation des gendarmes, mais je le répète, pour la sécurisation aussi de leurs familles qui vivent avec eux. Donc voilà, pour les investissements, les 2 points principaux. Après, on a bien entendu les véhicules roulants. Les VBRG, aujourd'hui, moi je discutais avec des gendarmes qui me disaient notre plus grosse peur, c'est que les VBRG restent bloqués sur les Champs-Élysées. Ça fait 20 ans qu'on veut les changer. Aujourd'hui, changer un VBRG, c'est grosso modo 600 000 €. Donc vous multipliez par les 80 et quelques, c'est ça, qui sont... donc ça fait une somme qui est relativement importante. Si on les rétrofite,
Donc rétrofiter, c'est-à-dire grosso modo, on les refait complètement. On garde la carcasse, mais on les refait complètement. C'est moitié prix. C'est environ 300 000 euros. Ce qui reste une somme qui est extrêmement importante. J'avais interrogé dans le cadre du projet de loi de finances, dans le programme sécurité, le ministre de l'Intérieur sur ces VBRG. Il semblerait qu'ils ont commandé un prototype, et donc ils sont en train de travailler, plutôt que de faire un rétrofitage, de travailler sur un prototype de nouveaux véhicules roulants blindés. Donc il faudra voir exactement si ce véhicule correspond à ce que veut la gendarmerie, et demain, quel en sera le coût et à quelle fréquence est-ce qu'on pourra renouveler le parc roulant. Je pense notamment au VBRG. Il y a aussi bien entendu les Irisbus qui ont besoin d'être changés. Alors, dans le cas des Irisbus, la question est différente. C'est demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend des véhicules qui se rapprochent un peu plus des CRS, donc qui sont moins gros mais beaucoup plus maniables, ou est-ce qu'on garde des véhicules qui ont les mêmes proportions que ce qu'on a actuellement? Avantage, inconvénient, si on prend des véhicules qui correspondent un peu à ceux des CRS, ça permettra, dans le cadre de marchés publics, d'en commander plusieurs en même temps, peut-être de pouvoir faire des économies d'échelle. Par contre, le point, entre guillemets, qu'il est nécessaire de creuser, c'est est-ce que ces véhicules correspondent exactement aux missions qui leur sont confiées. Donc, les 3 points d'investissement, matériel de protection, matériel roulant et immobilier. Et sur les véhicules, c'est aussi les véhicules qu'utilisent les gendarmes de terrain au quotidien dans les brigades. Votre collègue Aude Bono-Vandorme, donc, qui est rapporteur pour les crédits de la gendarmerie sur le prochain projet de loi de finances, a tiré la sonnette d'alarme sur le faible renouvellement des véhicules qui chute. J'imagine que la commission d'enquête aussi a pointé ce sujet. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Bien sûr, en fait, là, je prenais l'exemple des VBRG et des Irisbus. Pourquoi? Parce que c'est les 2 types de véhicules qui étaient nécessaires notamment dans le cadre du maintien de l'ordre. Après, quand on va dans les brigades même, on se rend compte qu'il y a de fortes disparités, déjà, entre les départements et entre les brigades, sur les véhicules qui sont utilisés au quotidien par les gendarmes. On voit que la durée de vie moyenne d'un véhicule de gendarmerie augmente. Donc l'investissement pour le renouvellement est moins important que ce qui pouvait être fait à l'époque. À un moment donné, il va y avoir vraiment Si j'avais un vœu pieux, ce serait on investit dans tout et on renouvelle complètement. Après, si on est pragmatique et réaliste, on sait très bien que le budget de l'État aujourd'hui ne permet pas de faire ça. Donc il y a vraiment besoin de prioriser, de savoir où est-ce qu'on veut investir en premier. Est-ce que le véhicule qui a 7 ans, c'est 7 ans, je crois, la moyenne pour les véhicules de la gendarmerie, est-ce qu'on peut leur permettre, ce qui est beaucoup, par rapport on était à 5 ans il y a quelques années, est-ce qu'on peut leur permettre de faire 6 mois, 8 mois de plus, mais en contrepartie d'investir massivement pour la sécurisation des casernes ou pour des logements? Voilà, c'est vraiment des questions de priorisation budgétaire qu'il va falloir avoir. Merci beaucoup. Ingrid Dervaux, on a évoqué l'aspect budgétaire, mais il y a aussi les questions plus d'organisation et des choix que fait la gendarmerie. Vous vouliez tout à l'heure développer, je vous ai un petit peu interrompu, sur le choix, par exemple, de créer une nouvelle brigade de recherche et l'incidence que ça avait pu avoir. Alors on peut se dire, a priori, c'est positif, on en crée une nouvelle, sauf que vous en avez un petit peu pâti dans certaines enquêtes. Alors oui, effectivement, je dois dire que l'idée de conserver la brigade au centre dans le cadre de l'activité de l'enquête judiciaire est très bonne. Effectivement, moi j'ai constaté avec la création de la brigade de recherche de Menton notamment, puisque moi quand je suis arrivée à Nice, il n'y avait que la brigade de recherche de Nice, j'ai constaté qu'on voulait développer encore le maillage territorial, ce qui est une bonne chose, encore une fois, je l'ai dit, la proximité du terrain, la capacité à intervenir très, très rapidement aussi. En revanche, ce qui me pose un peu plus difficulté, c'est en termes de suivi des moyens qui sont alloués à ces brigades, parce que encore faut-il aussi leur donner les moyens de travailler correctement. Alors je disais tout à l'heure qu'il y a une organisation qui est très intéressante en gendarmerie, qui est de dire effectivement, dès lors qu'une brigade qui reste au centre de l'action, qui reste saisie de son dossier, a besoin de plus de moyens, elle peut faire appel à un niveau hiérarchique supérieur et obtenir finalement l'appui d'autres brigades ou d'autres structures
sûr pour des assistances techniques ou même pour augmenter ses effectifs et ses moyens humains. La réalité sur le terrain, que j'ai constaté quand même, c'est que dans certains dossiers, malheureusement, une certaine lourdeur, peut-être, je pèse mes mots, mais une lourdeur administrative parfois, n'était pas adaptée à la réalité d'une enquête judiciaire. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai confié des dossiers extrêmement variés aux brigades de gendarmerie, y compris des dossiers de bande organisée. Et à l'époque, quand j'étais à Nice, a été créée également une brigade anti-mafia. Alors évidemment, pour ces dossiers-là, alors pour ceux qui connaissent la police judiciaire, il est évident que pour les dossiers en termes de mafia ou même de trafic de stupéfiants basiques, dès lors qu'on a de la bande organisée, il est évident que les écoutes seules ne fonctionnent plus. Enfin, clairement, je ne sais pas sur quel ressort on arrive encore à clore des dossiers, à élucider des dossiers avec de simples écoutes téléphoniques. Je pense que même un enfant de 5 ans, quasiment, sait utiliser WhatsApp, Telegram et finalement d'autres moyens de communication. Donc la réalité de ces dossiers, c'est qu'on a besoin de moyens techniques beaucoup plus aboutis et on a besoin notamment de sonorisation, d'IMSI catcher, voilà, de dispositifs qui doivent permettre effectivement de capter des conversations hors téléphone. Alors évidemment, c'est compliqué parce que la sonorisation, on l'a fait dans des véhicules privés, on l'a fait dans des locaux d'habitation ou en tout cas à l'intérieur de propriétés privées. Parfois même, effectivement, on peut avoir besoin aussi de filmer, de vidéos, donc parfois dans des lieux publics aussi. Et pour ça, il faut réellement une mobilisation de moyens, parce qu'il faut poser cette sonorisation et ensuite il faut être en capacité de l'exploiter. Alors moi j'ai constaté sur certains dossiers, parfois malheureusement on me disait le problème c'est que le service qui se trouve au niveau régional pour la sonorisation, il est occupé pour d'autres dossiers sur d'autres endroits et pour d'autres tribunaux, donc en fait on pourrait peut-être prendre rendez-vous à telle date, etc. Alors moi je n'ai jamais pu prendre rendez-vous avec mes mises en examen quand il ne l'était pas, j'ai envie de dire. Donc dès lors qu'on a affaire à des suspects, évidemment qu'il faut être en capacité de réagir très vite, y compris par la mobilisation de moyens techniques, parce que quand on a la possibilité de sonoriser un véhicule, c'est maintenant, c'est pas demain. Parce que peut-être que demain, il est parti, il est ailleurs et on n'a plus l'occasion. Donc la réalité de l'enquête judiciaire, c'est ça aussi. C'est la possibilité de mobiliser très vite des moyens. Donc si on doit prendre rendez-vous avec le service en charge et imaginer ou espérer qu'au moment où le service en charge sera disponible, le suspect il aura laissé une voie, une ouverture aux enquêteurs, malheureusement, j'ai envie de dire, on est un peu plus sur du tirage à la loterie, quoi. Donc c'est dommage. Et c'est vrai que j'ai constaté que même sur le plan humain, et là je souhaite vraiment aussi revenir là-dessus, sur le plan humain, pour des enquêteurs, des gendarmes qui sont très investis sur des dossiers, qui les suivent au long cours, qui se donnent, qui font preuve aussi de beaucoup d'ingéniosité et d'efforts, le fait de se retrouver ensuite bloqué parce qu'ils n'ont pas obtenu les moyens qui leur auraient permis de faire d'aussi beaux dossiers que la police, c'est compliqué et c'est assez démotivant. Moi, je l'ai constaté avec quelques gendarmes qui travaillaient avec moi sur ces dossiers-là. Et c'est vrai qu'on était malheureusement ensemble à faire ce constat que parfois, cette organisation hiérarchique devrait peut-être être assouplie plus, j'ai envie de dire, en conservant à la brigade son atout premier, qui est sa proximité du terrain, mais aussi sa proximité avec le magistrat et sa capacité à réagir vite. Et pour ça, moi, mais c'est mon opinion, je pense qu'il faut doubler ce maillage territorial de moyens qui puissent être mobilisés beaucoup plus rapidement et en lien, en tout cas en fonction de la réalité des enquêtes judiciaires. Merci beaucoup. Je rebondis encore. Vous avez utilisé le terme de lourdeur administrative et vous, colonel, vous avez parlé de chasse aux tâches indues. Alors, monsieur le député aussi en a parlé dans son rapport. Colonel, de quelle façon vous faites la chasse aux tâches indues? Qu'est-ce qu'on peut alléger pour que la brigade puisse fonctionner au quotidien? Alors, vaste question. Avant d'y répondre, juste peut-être une petite précision concernant la malheureuse expérience que vous avez vécue. Alors, la brigade doit rester polyvalente, mais s'agissant de la police judiciaire, elle est avant tout destinée à traiter
la petite et moyenne délinquance sur sa circonscription. C'est-à-dire que dès lors que les investigations deviennent trop complexes ou trop longues, ou touchent à une circonscription territoriale qui la dépasse très largement, soit on s'adresse à une brigade de recherche, soit c'est carrément la section de recherche qui est, pour le coup, très adaptée. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, parce qu'il y a des co-saisines possibles, mais surtout, il arrive un moment où la brigade n'est clairement plus l'échelon adapté pour le traitement d'un dossier. Alors, ça s'est amélioré. Alors, en tout cas, je parle pour l'Île-de-France, parce que c'est très réactif. Et depuis que je commande le groupement, chaque fois que la section de recherche a été saisie, ou que nous avons eu besoin d'appui ou de moyens spéciaux de cette nature, nous les avons eus dans la journée. Donc, je trouve très malheureux l'expérience que vous avez vécue, mais je ne voudrais pas qu'on en fasse une généralité. Alors, les tâches indues dans les brigades. Alors, c'est un sujet compliqué, les tâches indues, parce qu'en fait, la définition même des tâches indues n'est pas partagée par tous. Il y a les tâches indues au sens juridique du terme. Ce sont des tâches qui sont, de par les textes en vigueur, attribuées à d'autres services de l'État, et que la gendarmerie, historiquement, a pu exécuter pour pallier les défaillances d'autres services. Bon. Il y a des tâches indues qui sont indues au sens propre du terme, là aussi, parce qu'elles ne sont pas prévues comme étant des missions propres de la gendarmerie. Et il y a, par abus de langage, tout un tas de tâches qui se rapportent effectivement à des missions qui sont des missions de la gendarmerie, mais qui sont pour autant considérées comme indues dès lors qu'on se met à la place d'un gendarme en brigade, parce qu'elles entraînent des lourdeurs dans leur modalité d'exécution qui paraissent indues. Alors, sur les premières catégories, il y a déjà eu un grand tri de fait. Le transfert de la mission des transfèrements judiciaires, par exemple. Bon, il y a un grand tri qui a déjà été fait, et cet allègement des tâches a grandement été commencé. Il en reste néanmoins qui sont considérées encore comme des tâches indues par les gendarmes. Alors, je pense que si on pose la question, la première tâche indue qui va être citée, c'est les procurations. Les procurations. Alors, clairement, les procurations n'ont pas trait à l'exercice d'une mission de sécurité publique ou de protection des personnes et des biens. Et c'est une charge particulièrement lourde, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et effectivement, ça détourne un certain nombre de gendarmes de terrain de leur mission première. Donc c'est considéré comme une tâche indue. Et si vous posez la question, c'est sans doute celle-là qui sera citée en premier par quasiment tous les gendarmes. Ensuite, il en est d'autres qui ne sont pas forcément indues au sens juridique du terme. Je pense par exemple à la médecine légale. La médecine légale, il y a au moins deux sujets. Le premier sujet, c'est le temps que perdent les gendarmes pour pouvoir présenter un gardé à vue à un médecin. Ça, c'est un sujet. Alors, je n'ai pas la solution. Je pose le constat. C'est considéré, en tout cas, par les tracasseries que ça fait, que ça entraîne et le temps que ça prend, comme une tâche compliquée. Et ça devient limite tâche indue dans le deuxième cas, quand on doit chercher pendant 3-4 heures, alors qu'on a un cadavre sur les bras, un médecin juste pour faire un certificat de décès. Là, c'est 3-4 heures perdues par un gendarme qui ne cesse de passer des coups de fil. Alors, nous avons fait, sous le contrôle du procureur de la République en Seine-et-Marne, un petit papillon qui nous permet de suivre cette situation de manière très précise. Nous avons des situations où le gendarme a appelé pas moins de 16 médecins pour en avoir un qui va bien se déplacer. Ça prend un temps fou. Et ça, c'est mal vécu. C'est vécu comme une tâche indue. Voilà, c'est à peu près les seuls exemples que je vais vous citer pour ce qui concerne les tâches indues extérieures. Ensuite, au sein même de la gendarmerie, comme dans toutes les administrations, il y a des complexités administratives. Alors, il se trouve que la feuille de route, comme maintenant Cap Modernisation, ont permis de faire un grand ménage sur nos processus internes, sur un processus bottom-up finalement, où c'est les brigades qui nous disent clairement « ça, je ne comprends pas pourquoi je le fais ». On analyse le processus, on regarde si on peut faire différemment, et chaque fois qu'on peut faire différemment, on simplifie. Et du coup, on retrouve des marges de manœuvre dans le service courant. Donc ça, ces tâches indues-là sont prises en compte au sein même de la gendarmerie dans la démarche Cap Modernisation. Mais ça reste un sujet très sensible qui nécessite une attention permanente. Merci beaucoup. Monsieur le député, vous voulez peut-être réagir sur les tâches indues? On a une vraie problématique et avec les tâches indues et avec, en fin de compte, la charge procédurale et la charge administrative. Pour ça,
dans le cadre du rapport et dans les 27 propositions que j'ai fait suite à ce rapport, il y en a plusieurs. En effet, les procurations, elles sont revenues. Déjà, il y a des élections quasiment tous les ans. Donc, on sait très bien que tous les ans, à certaines périodes, on va avoir cette problématique. Pour moi, 2 solutions. La première était de dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas le transférer aux mairies? Moi, j'étais contre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un maire qui est aussi un élu n'a pas à s'occuper, entre guillemets, de procurations électives, donc pour lesquelles il pourrait être concerné. Par contre, il faudrait le transférer au service de l'État. Et de facto, le transférer, pour moi, aux préfectures. Ça devrait être aux préfectures de gérer c'est d'ailleurs la recommandation que j'avais faite dans la proposition numéro 10, de transférer au service de l'État l'établissement des procurations par la préfecture. Après, il y a la perte des documents, qui prend aussi énormément de temps. Là, pour le coup, la perte des documents officiels, on pourrait le laisser aux municipalités. Quand on sait très bien que les brigades sont dans des zones plutôt très rurales, donc on a des municipalités qui sont très présentes, qui sont plus près de leurs concitoyens, qui sont complètement connectées avec les habitants. Ça ne prendrait pas énormément de temps et surtout, on diviserait la charge de travail. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, la vallée de la Moselle. La vallée de la Moselle, une brigade de gendarmerie, 16 gendarmes, à peu près 17 000 habitants, vous avez 7 communes. Et bien, au lieu que les 16 000 habitants aillent dans la brigade qui se situe là, s'ils allaient déjà chacun dans leur village, ça fait 1500 pour un village, 1600 pour un autre, etc. Donc forcément, on divise la charge de travail dans un endroit. Donc 2 cas bien différents, les procurations, les services de l'État, les pertes de documents officiels, plutôt les municipalités. Après, il y a aussi toute cette partie de tâches indues, et on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que pour alléger la charge administrative, sont les amendes forfaitaires. Pour moi, il faudrait augmenter la possibilité aux gendarmes pour le gendarme de mettre des amendes forfaitaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont assermentés, déjà, parce qu'on doit leur faire confiance, parce que ce sont des acteurs de terrain. Et aujourd'hui, on le fait pour certains. Il y a des limites. D'ailleurs, moi, j'ai demandé pour justement un rapport pour résoudre parce qu'il y a des difficultés techniques et juridiques aujourd'hui pour la mise en place des amendes forfaitaires. Donc, dans un premier temps, on doit déjà résoudre ces problématiques techniques. Et dans un deuxième temps, on doit élargir la possibilité de mettre des amendes forfaitaires. C'est-à-dire que quand on parle d'incivilité, quand on parle de tapage nocturne, quand on parle de querelle de voisinage, quand on parle de défaut d'assurance, aujourd'hui, il suffirait de mettre une amende, les gendarmes se présentent, mettent l'amende, ça évite derrière, quand ils rentrent, de faire 2 heures ou 3 heures de paperasse qui est totalement inutile, ça évite aussi d'encombrer le parquet, ça ramène aussi de l'argent dans les caisses de l'État, et à un moment donné, on se rend compte aussi que ce que les gens voient en premier et ce qui les touche le plus, c'est le portefeuille. Et bien là, on touche directement au portefeuille, tout en améliorant le résultat, aussi bien pour la partie justice que pour la partie police-gendarmerie. Merci. Monsieur le préfet, vous voulez peut-être réagir, pas forcément uniquement sur la proposition de confier aux préfectures certains actes. Dire un mot. Non, si vous voulez, sur les tâches indues, etc., il y a des marronniers de la fonction publique. Je me souviens, quand j'étais, hélas, il y a fort longtemps, jeune collaborateur d'un ministre de l'Intérieur, le sujet, souvent des réunions de cabinet, c'était les tâches indues. C'était pourtant au siècle dernier. Vous avez comme ça les gardes hospitalières, les tâches indues de paperasserie. Et vous avez un autre marronnier beaucoup plus inquiétant parce qu'il est de plus en plus feuillu, c'est le problème budgétaire. Moi, je suis très frappé quand... je ne passe pas ma vie dans les colloques, je vous rassure, mais quand vous êtes dans un colloque sur la pénitentiaire, le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Quand vous êtes dans un colloque sur la justice, ou même sur les frais de justice, etc., on n'a pas les moyens. Et c'est vrai. Je ne dis pas ça de façon ironique, hélas. La gendarmerie, vous avez parlé, monsieur le député, de l'âge des véhicules, etc. On assiste objectivement à une dégradation par rapport à ce que j'ai connu au début de mon parcours public, etc., etc. Donc je crois que nous avons surtout besoin, et même chose, je clôt cette parenthèse avant d'essayer d'élargir le sujet, sur le transfert. Effectivement, les procurations, c'est pas, vous avez raison mon colonel, c'est pas une tâche de sécurité, ça encombre, etc., etc. Donc bien sûr, les préfectures pourraient le faire. Ça suppose qu'on arrête de mettre les préfectures à l'os.
Je ne vais pas faire mon syndicaliste préfectoral parce que par définition, ça n'existe pas. Donc il y a une mesure que d'ailleurs l'Assemblée des départements de France préconise, qui montre qu'on n'est pas seulement des Girondins furieux, c'est que 20% des fonctionnaires parisiens de centrales partent dans les territoires du côté de l'État. Moi, je suis très frappé d'une chose, c'est très empirique, pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut être concret, c'est que quand je vais dans une réunion pour représenter l'ADF avec des administrations d'État en face, nous sommes, à part votre serviteur, un ou deux collaborateurs, et en face, sans parler de Bercy, j'ai 40 fonctionnaires d'État. Comme je ne suis pas craintif, je veux bien faire un match à 1 contre 20, on peut le gagner quand même. Or, quand vous êtes préfet, vous arrachez les cheveux en vous disant, bon, à telle réunion, j'ai envoyé le sous-préfet de tel endroit, à tel autre, j'ai envoyé tel directeur, à tel autre, parce que le député en avait besoin, j'ai envoyé, etc. J'ai plus personne. Donc il y a quand même un déséquilibre numérique. Donc il faut faire une transfusion sanguine, si je puis dire, de personnel de centrale vers les territoires, parce que sinon le discours sur les territoires, etc., c'est un discours creux qui en plus énerve tout le monde, parce qu'il est en contradiction. Rien n'est pire qu'un discours politique, gouvernemental, quel que soit le gouvernement, hein, mon propos n'est pas polémique, qui est en décalage avec la réalité. Donc il faut redonner de la force à l'État territorial avec vigueur. Et ensuite, il faut, c'est l'élargissement sans rentrer dans un débat de politique générale, il faut... Alors je sais bien que le commissariat au plan n'existe plus, qu'il ne s'est jamais occupé d'ailleurs de questions de sécurité, mais il faut redonner à la dépense publique une perspective d'ensemble. Il y a un arbitrage qui n'est pas bon dans ce pays entre, du point de vue des dépenses de l'État, je ne parle pas des dépenses des collectivités, entre le domaine du régalien, dur, dont vous faites partie, et le reste. Parce que ce qu'on n'ose pas dire, parce que c'est politiquement très incorrect, c'est que la misère, heureusement relative, des services régaliens est due à une dépense sociale de ce pays, quoi qu'on en pense, qui est une dépense à crédit. La preuve, c'est qu'elle rejaillit sur nos budgets locaux, et que la France a une politique sociale dont elle n'a pas les moyens. Voilà. Donc on choisit. Est-ce qu'on choisit de verser à fonds perdus dans des politiques qui pourraient être sans doute beaucoup plus décentralisées, beaucoup plus localisées? Est-ce que si on faisait une réforme de l'État, enfin une vraie réforme de l'État, parce que la réforme de l'État, même chose, ça fait 30 ans qu'on discourt, avec parfois des réformateurs de l'État qui n'ont jamais vu une brigade de gendarmerie de près. Hein. Je ne parle pas des cadres de gendarmerie, je parle de mes petits camarades technocrates que je connais bien, et dont j'essaye de me départir, pas par démagogie, mais parce que je ne me sens pas tout à fait proche d'eux. Donc il faut une prévision des budgets à venir. On ne pourra pas continuer, eu égard à la montée des menaces dans le monde, que ce soit des menaces de défense, des menaces de sécurité avec une convergence, on le sait bien, de ces problématiques de défense et de sécurité, sur ce rythme-là. On est en train de mentir à nos compatriotes. Il faut d'urgence remettre la dépense publique à plat et faire que le régalien soit nourri par l'argent du régalien. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas fait cette mise à plat qui est douloureuse, qui suppose beaucoup de courage politique, mais qui redonnera confiance aux troupes, quand je dis aux troupes, c'est au sens large, hein, parce que quand vous roulez dans un véhicule qui risque de tomber en panne et qui a 8 ans et 350 000 km, quand vous entendez un discours sur « vous êtes les piliers de la République, ceux qui mériteront toujours nos efforts, etc. », eh bien, quand vous tombez en panne, vous finissez par douter de la République. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc, remettons les choses à plat. Je pense que si le Parlement, d'ailleurs, avait des pouvoirs dans ce domaine moins sous les fourches codines de l'exécutif, on s'en porterait pas plus mal. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot à faire, mais il y a surtout un boulot de vérité et de courage, de programmation. Cessons les grands discours lyriques de Sainte-Barbe pour les pompiers ou de Sainte-Geneviève pour les gendarmes et mettons les moyens qu'il faut pour la justice, etc., parce que c'est, je crois, aussi une demande des Français. Merci. Alors, pardonnez-moi, il y a un point, juste une citation que j'aime faire, qui n'est pas à la mode, mais que j'aime faire, et que je crois très profonde, de l'empereur, Napoléon. Un fonctionnaire, quand je dis fonctionnaire sous le sens large, hein, ça peut être un militaire, bien sûr, doit faire envie toujours, pitié jamais. L'autorité de l'État, ça passe aussi par ça.
Alors, je rappelle qu'il y a en ce moment des consultations menées par le ministère de l'Intérieur sur l'écriture d'un livre blanc sur la sécurité intérieure. Il avait été annoncé initialement qu'il y aurait une loi qui suivrait ce livre blanc, et il avait été sous-entendu qu'il y aurait un volet budgétaire à cette loi. Après, moi, j'ai repris un peu ce qu'on a produit comme dépêche sur ce sujet-là, des dépêches AEF, et le terme loi de programmation apparaît plus du tout dans les discours des deux ministres, ministre et secrétaire d'État Laurent Nunez. Alors vous, si demain vous étiez consulté sur ce livre blanc et sur cette loi, qu'est-ce que vous proposeriez de façon très urgente pour la gendarmerie et peut-être plus largement les forces de sécurité intérieure? J'aimerais bien tous vous entendre sur ce sujet, dans la mesure du possible. Et je signale qu'il nous reste un quart d'heure. Et peut-être que la salle voudra poser des questions aussi. Donc on essaie de rationaliser les temps de parole. Je vous laisse intervenir, le premier volontaire. Puisque j'ai le micro, je me lance. En ce qui me concerne, je pense que je rejoins un peu ce qui a été dit. Je pense que c'est une question de volonté. Il faut répondre à la question de savoir, et là je parle pour ce qui m'intéresse plus particulièrement, hein, de par mes fonctions, il faut se poser la question de savoir si on veut conserver aux brigades la police judiciaire et cette mission avec les atouts qui sont ceux des brigades, ce que j'ai expliqué lors de ma première intervention. La question, elle est là. Parce que si on fait le choix de laisser les brigades intervenir aussi dans le domaine des enquêtes judiciaires, il faut leur en donner les moyens. Pour utiliser véritablement les atouts qu'elles ont en termes humains, en termes d'investissement et en termes de connaissances et de maillage du terrain, il faut absolument qu'on le double en effectif et qu'on le double en possibilité de mobiliser très rapidement des moyens. Moi, je le dis, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais effectivement, je pense qu'il faut une réflexion d'ensemble qui tienne compte des réalités géographiques, qu'on fasse vraiment du particulier et qu'on arrête avec simplement des discours généraux ou peut-être des idées un peu générales sans véritable connaissance du terrain. Pourquoi ? Moi, j'illustre simplement mon propos par ce qui s'est passé à Nice, moi, quand j'y étais. Effectivement, la brigade de recherche de Nice, moi, quand j'arrive, fonctionne très bien. Je crois qu'à l'époque, ils sont à 20 en effectif. Et puis, petit à petit, je constate et je suis au contact des gendarmes de la brigade de recherche. Donc, je parle avec eux et je sais, je connais, enfin, je pense en tout cas que j'ai fait l'effort d'essayer de connaître leur quotidien. Et au fur et à mesure, effectivement, on a une baisse d'effectifs. On crée une autre brigade de recherche donc à Menton, donc pas très loin. Donc moi, j'apprends cela et je constate que la brigade de recherche de Menton, qui vient d'être créée, alors soit c'est une volonté pieuse, hein, puisque on intensifie ce maillage territorial, et ben, elle a aussi un tout petit effectif et que finalement, le petit effectif créé à Menton, il a diminué celui de la brigade de recherche de Nice qui auparavant, et quand j'arrive, fonctionnait très bien. Donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir comment on répartit les moyens, comment on en donne plus surtout, si on veut continuer à utiliser l'efficacité de ces brigades en matière judiciaire et évidemment comment on permet à ces gendarmes de terrain qui s'investissent de sentir qu'ils ne travaillent pas pour rien et que leurs efforts amènent à l'élucidation de cas concrets et sont couverts de succès. Voilà. Merci, monsieur le député. Très rapidement, ce livre blanc, il est nécessaire. Et cette loi de programmation pluriannuelle, c'est la première proposition que j'ai écrite parce que pour moi, elle est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue pour pouvoir demain permettre de se projeter sur les investissements qui sont absolument nécessaires pour la gendarmerie. J'ai interpellé, toujours pareil, dans le cadre du projet de loi de financement, dans le programme sécurité, le ministre de l'Intérieur, où en était le livre blanc. Est-ce que des parlementaires allaient y être intégrés ? Parce que pour moi, il est extrêmement important que le Parlement y soit. On est 3-4 députés à être spécialisés justement sur la partie sécurité. Il est extrêmement important qu'on y soit. La réponse a été assez laconique, a été de dire aujourd'hui, on rencontre des spécialistes, mais demain, oui, on y intégrera des parlementaires, etc.
Aujourd'hui, j'ai l'impression, bon, il y avait le grand débat aussi sur la partie immigration, donc on avait reporté le livre blanc à après. Donc là, normalement, certains professionnels doivent être en train de travailler dessus. En tout cas, c'était la réponse du ministre de l'Intérieur. Après, pour moi, il faut impérativement qu'on y intègre toute la partie justice. Parce que la partie ministère de l'Intérieur ne peut travailler correctement et ne peut avoir des résultats concrets que si on y intègre aussi toute la partie justice. Je prends l'exemple des amendes forfaitaires. Si demain on doit élargir la possibilité qui est donnée aux gendarmes de pouvoir mettre des amendes forfaitaires, il faut derrière que ce soit discuté aussi avec la garde des Sceaux, avec le ministère de la Justice. La vidéosurveillance. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on doit donner beaucoup plus de place, notamment aux vidéo-audiences. Dans les centres de rétention administrative, mais aussi dans les brigades, aussi dans les commissariats. Et là, on a une vraie problématique, soit de la part des fois du parquet, soit des avocats, qui refusent justement d'utiliser cette manière de faire, alors que ça ferait gagner du temps à tout le monde. Et si ça fait gagner du temps à tout le monde, ça fait gagner aussi de l'argent à tout le monde, et ça permettrait de pouvoir se concentrer sur d'autres missions. Donc que ce soit sur les vidéos-audiences ou que ce soit sur les amendes forfaitaires, dans tous les cas, ça devrait être discuté avec le parquet. Après, s'il y a vraiment des urgences à planifier dans le cadre d'une loi de programmation pluriannuelle, clairement, je le répète, pour moi, l'immobilier doit être la principale des priorités parce qu'elle a été abandonnée trop longtemps, parce qu'on doit penser à la sécurisation, parce qu'on doit penser aux familles des militaires. Donc ce serait pour moi la principale priorité, avec le recrutement notamment dans le cadre du maintien de l'ordre, je l'ai expliqué tout à l'heure, on en a perdu énormément. Il faut bien se dire, si on se raconte les choses, la seule chance qu'on a eue au moment des Gilets jaunes, c'est que ce ne soit pas passé aussi dans les Outre-mer. On aurait eu la même chose dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. On n'avait pas la possibilité humaine de pouvoir répondre aux manifestations. Donc heureusement que ça a eu lieu qu'en Hexagone et pas en même temps dans les Outre-mer. Donc on a un vrai besoin d'investissement humain, on a besoin de flécher les investissements en disant voilà où on veut aller et voilà comment on doit faire pour y aller, mais on ne peut pas le faire d'une année sur l'autre, on doit le faire sur 1, 2, 3, 4 et 5 ans. Et si vous laissez aux décisionnaires un budget clair sur 5 ans, ils connaissent très bien les réalités du terrain et ils seront capables justement de prévoir sur 5 ans où investir, comment investir pour avoir des résultats efficients. Merci. Colonel, est-ce que vous souhaitez réagir ? Oui, évidemment, je vais réagir. Bon, peut-être pas tout à fait au même niveau, parce que l'État aura la parole en dernier. Voilà. Non, une chose, tout d'abord, je ne connais pas de grands responsables publics qui puissent être contre le fait d'avoir une vraie vision prospective sur les moyens et les financements, puisqu'effectivement, ça conditionne l'exercice des missions pour l'avenir. Et ça va de pair avec la définition d'une stratégie claire. Donc, naturellement, je ne connais personne qui pourrait être contre une idée pareille. En revanche, je voudrais juste revenir dans les remarques sur les traduction concrète de tout ça au niveau de la brigade, puisque bon, moi je vais parler à mon niveau de commandant de groupement, et revenir sur pourquoi tout ça finalement. Pourquoi ces moyens ? Pourquoi est-ce qu'on doit investir dans telle et telle chose ? Parce qu'on est dans une société où le besoin de sécurité a évolué. Il y a une vraie demande de nos concitoyens depuis des années, mais au-delà d'une évolution simplement quantitative, on a une évolution qualitative de la demande, avec, au-delà de la simple nécessité d'une présence pour être rassurante, de la nécessité d'une intervention qui doit toujours être la plus rapide possible, parce que ça reste un des critères fondamentaux de qualité du service public, pour tous les services publics qui, en tout cas, ont une dimension d'urgence dans leur travail quotidien. Il y a de plus en plus de demandes spécifiques sur l'intelligence économique, la prévention situationnelle, l'aide aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. On parlait tout à l'heure du soutien dont ces entreprises ont besoin dans la lutte contre les menaces du monde cyber. Mais on produit déjà au niveau de l'État de la prévention situationnelle et du conseil aux entreprises avec les référents intelligence économique de la police et de la gendarmerie, avec les référents sûreté qui font de la prévention situationnelle. Là, le besoin nouveau, c'est très clairement d'aller au-delà, au moins en ciblant les PME, qui sont la source de création de richesses et d'emplois dans nos territoires, en les aidant aussi à se protéger contre ces nouvelles menaces. Il y a des moyens qui existent, on peut déjà les réorganiser. C'est la décision récente de la Direction générale de la gendarmerie de mettre à disposition, enfin de donner une mission opérationnelle à nos techniciens en informatique,
qui du coup, depuis maintenant quelques jours, ont rejoint sous une nouvelle appellation, la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire. Donc c'est tout à fait une évolution souhaitable. Au-delà, on peut aussi imaginer l'emploi des ressources dont dispose l'État, qui sont des ressources techniques de cette nature, pour investir aussi le champ de la prévention. Et pourquoi pas faire de la prévention situationnelle dans le monde cyber par les forces de police et de gendarmerie avec les techniciens adaptés dont nous disposons déjà. Donc, il faut s'adapter à la menace, il faut s'adapter à la demande de sécurité qui est de plus en plus spécifique. Du point de vue de nos concitoyens également, la demande est beaucoup plus spécifique. Tout le monde parle de la difficulté que nous avons à adresser correctement la problématique des violences intrafamiliales, avec un focus très clairement sur les violences faites aux femmes. C'est un sujet dont se sont emparés la police et la gendarmerie dans leur corps de formation. Les écoles procurent déjà des formations de ce type-là. Les supports pédagogiques existent. Néanmoins, il reste un gros travail à faire pour répercuter ces formations qui répondent à des besoins fondamentaux et prioritaires dans les unités opérationnelles pour les personnels qui sont déjà en poste. Et ça relève de l'échelon de commandement local, la région, le groupement naturellement, parce qu'on dépasse très clairement les capacités d'organisation de formation des échelons brigades et compagnie, mais ce sont des enjeux auxquels il faut répondre. Au-delà de cette augmentation de la technicité dans la polyvalence, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, le deuxième point sur lequel on doit encore travailler, et c'est pour ça qu'il faut des moyens, et c'est pour ça qu'il faut une vision stratégique, c'est jusqu'où nous emmène finalement la démarche de police de sécurité du quotidien dès lors qu'on l'applique à la brigade. Dès lors qu'on dit que la bonne solution, c'est de réfléchir au niveau des bassins de vie, c'est de re-responsabiliser les échelons locaux et de travailler dans une démarche de résolution de problèmes au niveau local, alors ça veut dire aussi qu'on doit s'interroger sur le modèle de la brigade. Le modèle de la brigade tel qu'il était conçu il y a 30 ans, qui était le même partout en France, quels que soient les territoires, n'est clairement plus le modèle de la brigade que nous vivons aujourd'hui. On a la brigade de contact, spécialisée dans le contact, effectivement, c'est une évolution majeure qui nous ramène quelque part à nos sources. Mais on a également les expérimentations mentionnées en tout début de colloque dans son propos introductif par le général Cassobiel, de brigades multirôles, où on adjoint des moyens complémentaires à la brigade pour qu'elle soit capable de traiter tout un spectre de délinquance, dès lors qu'elle est sur une circonscription de sécurité publique particulièrement exposée et qui connaît une variété de phénomènes de délinquance qui le justifient. Donc c'est aussi la fin du modèle unique de la brigade. Ça nous amène aussi à réfléchir sur l'organisation interne au sein de chaque brigade. Et là, monsieur le député, vous avez raison de parler des gendarmeries. Parce que finalement, chaque unité est un peu à l'image de son chef, de sa capacité d'imagination, de sa compréhension du territoire et de la manière dont il va gérer les moyens dont il dispose pour remplir sa mission. Avec toujours à l'esprit, toucher le maximum de performance, atteindre le maximum de performance avec les moyens dont on dispose, tout en espérant en avoir plus. On est bien d'accord. Voilà, ça c'est un sujet. Donc on a de plus en plus de brigades qui font des expérimentations de réorganisation interne en groupes spécialisés ou autres. Ça fait partie des évolutions potentielles avec un impact immédiat sur la performance qu'il faut encourager l'initiative locale, responsabiliser les échelons locaux. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir des solutions de terrain sur mesure qui ne coûtent pas forcément plus cher. Le troisième axe d'évolution auquel, à mon avis, il faut s'adapter, c'est le fait que le contact en lui-même est devenu durablement multiforme. On en parlait il y a encore sur les intervenants précédents. On est passé du contact physique à une notion différente du contact multicanal et également à une vision de la proximité un peu paradoxale, numérique. L'exemple qui a été cité tout à l'heure de la brigade numérique est vraiment fondamental. Maintenant, c'est un peu comme n'importe quel citoyen peut contacter un gendarme 24 heures sur 24 via Internet au travers de la brigade numérique. C'est aussi une évolution souhaitable qui améliore significativement la qualité du service public, qui recrée un lien avec la brigade de proximité, un peu sur un modèle Doctolib, voilà, et qui mérite d'être signalé. Et ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, la dernière forme d'évolution, c'est l'environnement de sécurité. Je disais tout à l'heure, les besoins augmentent. L'environnement de sécurité change. On a une sécurité privée qui prend une place très significative et qui se professionnalise. Il faut l'encourager
pour se structurer, se professionnaliser et pouvoir être un interlocuteur de confiance pour les forces de sécurité intérieure. On a des polices municipales qui sont en train de progressivement de s'affirmer, de se professionnaliser, et certaines deviennent des polices intercommunales. On voit enfin se mettre en place des polices intercommunales des transports. On voit des polices intercommunales, interdépartementales. Donc on le voit bien, le paysage de la sécurité est en train d'évoluer, et un des enjeux qui, à mon avis, au-delà de la question des moyens, doit se poser si on parle de livre blanc ou de programmation, c'est vraiment comment accompagner juridiquement également et concrètement sur le terrain au moyen de la coordination ces évolutions du milieu de la sécurité dans son intégralité. Merci. Alors, que dit l'État Parler au nom de sur l'État, ce ou alors volet juste pour mémoire, la première LOPSI, mais je pense que tout le monde l'a en tête, c'est en 1995, la première loi d'organisation de programmation de la sécurité intérieure. C'était à l'époque une innovation. Ça se faisait déjà, évidemment, dans le cadre de la défense. Et le gouvernement de l'époque donc, avait lancé cette idée qu'on ne pouvait pas ne pas programmer la sécurité. Depuis, il y a un consensus autour de cela. Si vous permettez, c'est le privilège de l'expérience, pour ne pas dire de l'âge. Je vais vous raconter une anecdote. Justement, dans ce cabinet de cette époque, dans un arbitrage sur les moyens, puisqu'on a parlé de moyens, et qui dit loi de programmation dit également programmation budgétaire. Le directeur de cabinet gère une grosse crise, le directeur adjoint n'est pas disponible, c'est votre serviteur, petit conseiller de seconde zone, qui est chargé d'aller défendre en réunion interministérielle à Matignon le budget des forces de sécurité. Je défends mon bout de gras, sans doute parce que je n'étais pas assez gradé, ou assez âgé, ou assez talentueux, sans doute. L'arbitrage du Conseil du Premier ministre nous est défavorable. Je dis, à ce moment-là, je refuse l'arbitrage de Matignon. Surprise, je pense que c'est assez rare, mais c'est tout à fait possible. Et je dis, j'en appelle donc à une réunion de ministres. Parce que si les conseillers ne se mettent pas d'accord, c'est les ministres qui se réunissent sous la présidence du Premier ministre. C'est comme ça que ça marche. C'est rare, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça devrait marcher. Parce que ce n'est pas aux technos à décider, c'est aux politiques. Et moi, je respecte le politique. Et je rentre place Beauvau en me disant, je vais peut-être me faire engueuler. Et au lieu de me faire engueuler, je me fais féliciter par le ministre qui, lui, emporte l'arbitrage. Et pourquoi est-ce qu'il emporte l'arbitrage? Pas parce que c'était un homme d'autorité, parce qu'il avait du poids dans le gouvernement. Et je fais un lien entre les lois de programmation et le respect qui leur est dû, qui est un respect également à l'égard des parlementaires qui les ont votés. C'est le peuple qui l'a voté par votre intermédiaire, donc si on s'assoit dessus, c'est pas bien du tout. Et ça décrédibilise la démocratie. Et donc j'ai une vieille idée que je partageais avec un certain nombre d'hommes politiques que j'ai servis naguère, c'est que pour rétablir cette notion autour de laquelle nous tournons tous, l'autorité de l'État, il faut que d'abord le gouvernement, et ce n'est pas une attaque contre le gouvernement actuel, parce qu'ils sont tous, hélas, depuis un certain temps sous cette critique, il faut que ce gouvernement ressemble à un gouvernement. Je veux dire par là qu'il faut, de mon point de vue, on peut ne pas être d'accord, constitutionnaliser qu'un gouvernement, c'est 15 ministres, point barre. Et il n'y a pas de secrétaire d'État au chou farci parce que la mode est au chou farci. Et il y a un ordre constitutionnel pour les 4 premiers ministres sous l'autorité du Premier ministre, comme tout le monde, et les 4 ministres premiers, non pas premiers ministres, sont ministres d'État, et ce sont les 4 ministres du régalien. L'Intérieur, la Justice, la Défense et les Affaires étrangères. Point barre. Pourquoi? Parce que après, quand vous avez fait voter une loi de programmation, quand les parlementaires ont voté une loi de programmation des forces de sécurité, et que les 3 qui vont les défendre, justice, intérieur, défense, pèsent dans le gouvernement, qu'ils sont des ministres d'État, eh bien, les arbitrages sont respectés. Et ça remet l'État régalien à sa place, qui doit être premier, et ça donne un sens au gouvernement qui est, je crois, l'attente des Français. Voilà une mesure qui ne coûte pas 1 euro, qui au contraire fait des économies, même si c'est des petites économies parce qu'on a moins de ministres, qui donne de la lisibilité, de la clarté. N'importe qui peut aller au journal de 20 heures, expliquer ça aux Français, je pense, je ne suis pas devin, mais qu'ils seront d'accord. Parce que les Français aiment la clarté, peuple de pays de Descartes pour rien,
quel que soit son niveau en philosophie, on aime la clarté, on aime les choses précises. Et je pense qu'on rend en plus courage à ceux qui sont exposés, dont nous avons parlé, les magistrats, les greffiers, les gendarmes, les policiers, les militaires. Bon, les ambassadeurs, ça va encore à peu près. Voilà. Donc, et ça, pourquoi ne pas mettre cela à la fois dans le livre blanc et dans la loi de programmation à venir? Voilà. Je sens que la mesure va être populaire. Est-ce qu'on a le temps pour prendre une question ou Ah, alors, il y a une dissidence au niveau de la Norgende. Alors, allez-y. Je vais parler pour ma chapelle, c'est-à-dire les réservistes. Je crois que récemment, un budget a été voté pour la gendarmerie, un arbitrage a été fait. Il semble qu'il y ait des perdants sur cet arbitrage, des véhicules, et semble-t-il la part de budget allouée aux réservistes opérationnels. Alors, ne risque-t-on pas de voir une perte de capacité opérationnelle, une perte de fidélisation de ces réservistes, une perte de l'outil avec des ETP journaliers qui vont, bien entendu, être moindres et qu'il va falloir aussi avoir des arbitrages là, dans les brigades et dans les groupements. Monsieur le député, ce sera vraiment la conclusion. Vraiment très, très court, et justement je comptais en parler, étant donné qu'on est quand même organisé quand même par la réserve. Alors de tête, le budget qui a été prévisionné dans le projet de loi de finances, c'est 75 millions d'euros. Moi, dans le rapport, j'avais demandé à ce qu'on ait un budget, deux choses. Déjà, à ce qu'on ait 100 millions d'euros, mais surtout à ce qu'il soit sacralisé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le budget de la réserve, en fait, il sert de variable d'ajustement. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a d'autres besoins, on prend sur le budget de la réserve pour mettre sur ces autres budgets. Et je pense, dans les Vosges, ça doit être moins 40% qu'il y a eu en 2019. À Calais, dans le Nord, c'était moins 22%. Et à Dijon, ça doit être moins 40% aussi. Donc, on se rend compte que le budget de la réserve en 2019, c'était ça. Moins 40, moins 40, moins 22. Et en moyenne nationale, je crois que ça devait être moins 30 dans les eaux-là. Donc, on a besoin d'avoir un budget de la réserve qui soit plus haut que ça. C'est pour ça que j'avais demandé 100 millions. Mais surtout, et ça, je tiens à le préciser, à ce qu'il soit sacralisé. Pourquoi ? Parce que les réservistes, on en a besoin au quotidien, sur des manifestations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais aussi demandé à ce que, et ça va se transformer en proposition de loi, à ce que les gendarmes qui deviennent après gendarmes réservistes puissent garder leur statut d'OPJ pendant 2, 3, 4 ans, voir exactement comment est-ce qu'on peut faire par rapport à la formation pour rester quand même au plus proche des réalités du terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les brigades, on ne calcule pas non seulement les brigades par rapport au nombre de gendarmes qu'il y a dans la brigade, mais par rapport au nombre d'OPJ qu'il y a pour pouvoir aider au maximum. Donc ça, c'est deux points qui sont importants. Sacraliser le budget de la réserve, l'augmenter pour qu'il soit à un niveau cohérent qui revient sur les niveaux des années précédentes, mais en étant sacralisé, au moins on ne le touchera pas et qu'on puisse se maintenir le statut d'OPJ pendant un certain laps de temps. Merci beaucoup à tous les intervenants pour cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont donné de leur personne.